Nous n'en avons pas terminé avec le Moyen-Âge, car après l'époque mérovingienne, après l'époque carolingienne, nous voici dans une troisième sous-époque de l'époque médiévale. Il s'agit de la féodalité. Alors, la féodalité, vous voyez, il y a un événement de l'extrême fin du XIe siècle qui est mis en avant. Il s'agit d'un certain Godefroy de Bouillon qui va mener la première croisade. Et vous avez ici une lettrine représentant Godefroy de Bouillon menant ses hommes à la bataille. Alors, qu'est-ce qu'une lettrine ? Eh bien, vous avez un type de document exceptionnel durant l'époque médiévale. Ce sont les fameux manuscrits enluminés. Alors, qu'est-ce qu'un manuscrit ? Eh bien, si vous voulez, tout simplement, un manuscrit, c'est un livre, un ouvrage écrit à la main. On le voit ici, donc nous avons une écriture qui est posée, une écriture manuscrite qu'a réalisée à la main. Et l'on parle de manuscrits enluminés. Pourquoi ? Parce que certains de ces livres écrits à la main, ils vont être décorés, ils vont être illuminés de dessins, de peintures extraordinaires. Et ici, en fait, vous avez une scène dans une lettrine. Regardez, vous avez en fait une majuscule, une lettre. Il s'agit d'un A, une lettre, une lettrine qui est illustrée d'une peinture. Et dans ces manuscrits de l'époque médiévale, nous retrouvons aussi des enluminures, des peintures miniaturisées, que l'on appelle aussi miniatures. Nous en verrons par après. Mais je reviens à cette féodalité et je reviens à ce Godefroy de Bouillon menant la première croisade des forces chrétiennes vers Jérusalem, vers le tombeau du Christ. Lorsque l'on parle de féodalité, on doit penser à deux choses. Les chevaliers, les célèbres chevaliers et les célèbres forteresses médiévales. Alors justement, sur cette enluminure, nous retrouvons Godefroy de Bouillon couronné en compagnie de ses hommes en armes, et regardez, Godefroy de Bouillon, il se présente sous la forme d'un chevalier, montant son vaillant destrier, et avec ses hommes, que font-ils ? Eh bien, ils attaquent une forteresse médiévale. Une ville fortifiée ou un château. Alors, vous vous souvenez, à l'époque, après le règne de Charlemagne, les incursions vikings arrivent, et donc là, les Occidentaux, les Européens vont se mettre à fabriquer des tours en bois sur une motte de terre, les mottes castrales. Eh bien, vous avez ici la dernière évolution du Moyen-Âge, aux alentours du XIe, XIIe siècle. Les grandes forteresses, les grandes fortifications médiévales vont arriver. Alors, pourquoi je vous parle de Godefroy de Bouillon ? Pourquoi ai-je pris un seigneur chevalier tel que Godefroy de Bouillon ? Eh bien, vous le savez peut-être, mais Godefroy de Bouillon, il a construit un château. Et ce château, c'est le fameux château de Bouillon qui se trouve dans les Ardennes belges. Donc, vous voyez, il y a un lien direct entre l'histoire de nos pays, avant la création du royaume de Belgique, et ce personnage historique, qui est d'ailleurs qui a participé à la première croisade, qui est la seule et unique des 8 croisades à avoir abouti justement à la prise de Jérusalem par les chrétiens. Je ferme cette parenthèse des croisades parce que finalement l'événement n'est pas historiquement très important en termes de durée. On parle souvent des croisades comme un événement marquant de l'époque médiévale, mais vous l'avez bien vu, cette époque médiévale, elle démarre à la fin du 5e siècle et elle se poursuit jusqu'au 15e siècle. Nous avons quasiment 10 siècles d'histoire, alors que les croisades, finalement, ces différentes campagnes guerrières de conquête, qui en plus n'aboutissent pas réellement à grand-chose, ne durent qu'une bonne petite centaine d'années. Revenons à notre féodalité, et voici
l'un des paysages que l'on devait vraisemblablement retrouver sur les terres européennes à l'époque médiévale. Donc vous avez en arrière-plan fatalement cette belle forteresse médiévale, ce château fort pour fortifier, qui domine un petit village campagnard. Et si vous n'avez pas de château ou de petit village dans les campagnes européennes, vous retrouvez des monastères et des abbayes. C'est aussi la grande époque des centres religieux et intellectuels. Alors, voici une autre reconstitution idéalisée d'un château fort. Vous retrouvez au centre du château fort la haute cour, représentée par le donjon. C'est là où habite le seigneur et sa cour et sa famille. Et vous avez tout autour du donjon bien un système de fortification. Et vous avez autour de ce donjon la basse-cour, où les hommes et les femmes qui travaillent pour le seigneur savent faire. Et au-delà de ce château fortifié, nous retrouvons une nouvelle fois des implantations villageoises. Cette féodalité, donc, qui a été marquée notamment par le chevalier Godefroy de Bouillon, que j'ai mis en perspective, vous savez maintenant pourquoi, elle va progressivement laisser sa place à une autre période, bien connue dans notre pays, en ancienne Belgique. Pourquoi ? Parce que cette période de la fin du Moyen-Âge va voir le développement, l'apparition, aux alentours du XIIe siècle, de nombreuses villes neuves parce que nouvelles, parce qu'elles n'existaient pas auparavant, avant le XIIe siècle. Bruges, Bruxelles, Namur, Thuin, Mons, voilà, vous avez toute une série, Gand également, et bien d'autres. Vous avez toute une série de nouvelles villes qui vont apparaître au XIIe siècle. Alors, cette période des villes neuves en Europe, et plus précisément encore chez nous, comment va-t-elle se caractériser ? Eh bien, ces villes, si vous voulez, au XIIe siècle, elles vont progressivement se libérer du pouvoir seigneurial, donc du seigneur qui vit dans son château. Et vous allez voir donc une nouvelle classe dirigeante qui va administrer ces nouveaux noyaux urbains. Et parmi cette classe dirigeante, l'on va voir apparaître une classe économiquement assez riche, qui va progressivement constituer sa richesse. Il s'agit des bourgeois. Qu'est-ce qu'un bourgeois ? Vers la fin du Moyen-Âge, eh bien, c'est un commerçant qui a réussi en affaires et qui donc va gagner de l'argent et qui donc va pouvoir s'offrir une vie un peu plus luxueuse par rapport aux gains qu'il peut réaliser par son métier. Et donc ces villes, elles vont être fortement orienté vers le commerce, comme on peut le voir ici avec cette enluminure qui illustre la place sur laquelle on voit que les commerçants ont déposé leurs échoppes. Nous avons une scène représentant un marché qui a lieu sur une grande place, et dans les rues médiévales, dans les rues de ces villes neuves, nous allons voir toute une série de boutiques, d'échoppes qui parfois donnent directement sur la rue. Alors parallèlement aujourd'hui, lorsque vous allez dans certains centres commerciaux, je pense par exemple au Grand Pré à Mons, eh bien vous avez un peu le même système, ces espèces de rues à l'intérieur du complexe et des magasins avec des vitrines qui s'ouvrent directement sur ces rues. Eh bien vous voyez, sur cette enluminure, on retrouve un peu ce phénomène. Alors, je parlais d'enluminure, j'ai parlé il y a peu de lettrines, et donc voici un exemple d'enluminure, une page d'un manuscrit. Eh bien, donc vous voyez, vous avez la lettrine ici, vous avez le texte manuscrit ici, et pour décorer la page, eh bien, vous avez une bordure végétale magnifique, et vous avez ensuite la peinture miniaturisée qui généralement tend à expliquer, à illustrer le texte qui est renseigné ici en dessous de la peinture. Donc, retenez, ces nouvelles villes de l'époque médiévale, de la fin du Moyen-Âge, elles vont voir apparaître de nouvelles tâches, de nouvelles activités. Les commerçants vont vendre, ils produisent dans les campagnes, ils viennent vendre dans ces villes leurs marchandises. Et ce n'est pas la seule définition que l'on pourrait donner des villes.
Vous avez ici les magnifiques peintures tirées des albums de Croÿ. C'est une entreprise qui va voir le jour à la fin du XVIe siècle et au tout début du XVIIe siècle. Donc c'est un document qui date des temps modernes. Mais ces peintures, si vous voulez, vont représenter toute une série de villes d'ancienne Belgique de l'époque. Donc vous voyez ici la date, nous sommes en 1599 et nous voyons une vue de la ville et de la baronnerie d'Enghien. Enghien, c'est une ville que vous connaissez peut-être. Et donc cette vue de l'extrême fin du XVIe siècle, finalement, Enghien n'ayant pas connu durant cette époque de grands bouleversements, eh bien, cette peinture nous permet un peu d'apprécier l'état d'Enghien, de la ville encore avec un cachet très médiéval. Vous voyez le château d'Enghien qui est représenté ici à droite, et en fait, comme beaucoup d'autres villes, c'est le cas de Namur, c'est le cas de Mons aussi, par exemple, eh bien, généralement, certaines de ces villes vont se développer grâce à la présence à l'origine d'un château. Le château, c'est le cas pour Enghien, et le château, il est présenté ici, vous voyez, différentes tours et donjons le composant. Et ensuite, pour avoir une ville neuve à partir du XIIe siècle, eh bien, vous voyez que le centre urbain va être délimité par des remparts, par une fortification. Alors vous connaissez peut-être les remparts de Binche, qui datent du Moyen-Âge, qui sont encore assez bien conservés aujourd'hui. C'est le même principe. À partir du XIIe siècle, ces centres urbains vont construire aussi pour marquer leur autorité, marquer leur pouvoir, des remparts autour de la ville. Et pour qu'il y ait ville, et ces villes vont aussi connaître un développement démographique, une augmentation de la population au cours des siècles, eh bien, pour qu'il y ait ville, il faut aussi qu'il y ait des paroisses. Alors, qu'est-ce qu'une paroisse ? Eh bien, si vous voulez, c'est une zone administrative, ou plutôt devrais-je dire une zone religieuse, dans laquelle opère le clergé. Donc une paroisse, si vous voulez, eh bien, chaque homme et femme dans l'Europe médiévale va naître, va vivre, va se marier et décède généralement dans sa paroisse. Et si vous voulez, prenons l'exemple d'Enghien, chaque paroisse va être représentée par un édifice religieux. Et si on regarde cette peinture, des édifices religieux, on en a déjà quelques-uns. Donc on peut ainsi comprendre un peu mieux le système de division paroissiale de la ville d'Enghien. Donc voilà, qu'est-ce qu'une ville médiévale ? Eh bien, il y a des commerçants, il y a des remparts et il y a des paroisses. C'est ça, une ville à partir du XIIe siècle, une ville neuve dans le paysage européen. Les seigneurs, les puissances de la fin du Moyen-Âge. Alors, elles ne vivent plus nécessairement dans des châteaux du XIIe siècle, dans des châteaux féodaux, mais ces puissances politiques, elles vont aussi investir les villes, notamment dans des palais. Vous rendez à Bruges, par exemple, vous allez voir de magnifiques palais urbains qui parfois sont occupés par des personnages qui ont une autorité excessivement forte. Et nos régions, à la fin du Moyen-Âge, vont être gouvernés par les célèbres ducs de Bourgogne. Alors, il y a eu 4 ducs de Bourgogne ainsi qu'une duchesse, et sur cette enluminure, vous retrouvez le portrait d'un des ducs de Bourgogne. Il s'agit de Philippe le Bon. Philippe le Bon, sur cette scène, sur cette enluminure, qui reçoit une chronique. La chronique, si vous voulez, on le voit, c'est un recueil de textes, un recueil d'événements qui va inventorier tous les faits marquants qui se sont déroulés durant un laps de temps donné. Et donc, ici, nous avons le chroniqueur, donc l'individu, l'intellectuel qui a écrit ces chroniques, ces récits historiques, si vous voulez, qui remet son ouvrage au duc de Bourgogne, Philippe le Bon, qui est accompagné dans cette scène de son fils, qui lui aussi deviendra duc de Bourgogne. Il s'agit de Charles le Téméraire.